Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau volet de notre série 2050. Peut-on encore éviter le pire? Regardez bien ce chiffre, 1/3 de la nourriture produite par an sur la planète est jetée. Aussi incroyable que choquant, alors que certaines populations sont toujours frappées de famine. Et il n'y a pas que le gaspillage alimentaire qui épuise notre planète. Nous avons tous dans nos placards des vêtements peu, voire jamais portés. Une surconsommation de textiles produit grâce à l'utilisation massive de substances chimiques. L'énergie, elle aussi, nous la dépensons sans compter. Pensez à nos nuits éclairées. La pollution lumineuse est partout. Que va-t-il se passer si nous ne changeons rien? 2050, gaspillage, peut-on encore éviter le pire? Regardez ce document de Laure Bessy et Caroline Lehello. Et on se retrouve juste après pour un débat sur les solutions avec mes invités. « 15 novembre 2050 à Paris. Anna, 14 ans, rentre d'une session shopping avec sa tante. Impatiente, elle essaye immédiatement ses nouveaux vêtements. Un pull et une paire de chaussettes à paillettes. Quand soudain, une brûlure foudroyante la saisit. La peau de l'adolescente la démange et prend une teinte écarlate. Que se passe-t-il? Quelle terrible allergie pourrait provoquer une telle douleur? On s'empoisonne de façon totalement invisible. Les vêtements sont produits avec un certain nombre de composés chimiques et ces composés passent dans notre sang, dans notre peau. À quelques rues de là, Amanda et Kevin sont sortis prendre l'air pour se changer les idées. Mais l'atmosphère est pesante. Aucun enfant dans les squares. Et la plupart des écoles du quartier ont fermé. Car à Paris, en 2050, la natalité a chuté drastiquement. Les couples ont de plus en plus de mal à avoir des enfants. Amanda et Kevin eux-mêmes n'y parviennent pas. Et ça les rend très malheureux. Ma génération est une génération qui a du mal à avoir des enfants. Alors effectivement, dans 25 ans, on peut se demander où on en sera. Au même moment, Louane, une jeune maman, se demande comment elle va pouvoir faire un gâteau pour l'anniversaire de sa fille. Ses réserves sont vides, car depuis plusieurs mois, il y a pénurie de farine et de chocolat. Pour en acheter, elle va devoir utiliser ce qui lui reste sur son pass de rationnement, comme en période de guerre. À quelques rues de là, Hugo, le mari de Louane, espère rentrer à temps pour pouvoir fêter l'anniversaire. Mais ce soir-là... Alerte couvre-feu. Pas de chance, le couvre-feu a été avancé d'1 heure. Hugo se met à courir car à 20 h, toute la ville sera privée d'électricité. Et pas question de fêter l'anniversaire dans le noir. Coupure du courant imminente. Ces événements dignes d'un scénario catastrophe n'ont en apparence aucun lien entre eux. Pourtant, ils pourraient bien se produire dans un avenir très proche. Et croyez-le ou non, ils sont le résultat d'un même fléau, le gaspillage. Nous consommons trop de nourriture, de vêtements et même trop d'énergie. La mode jetable déverse dans les rayons plus de 100 milliards de vêtements par an. Soit 60% de plus qu'il y a 15 ans. Chaque seconde dans le monde, l'équivalent d'une benne de vêtements est jetée à la poubelle. En fait, c'est la fosse commune de notre garde-robe. Et dans nos assiettes, c'est la même chose. Grande distribution, cantine, restaurant. Mais surtout à la maison. Nous jetons 30 kilos de nourriture par personne chaque année. C'est 2 millions de tonnes d'aliments à la poubelle, parfois même encore emballés. Ça, par exemple, ça me fout en rogne. Il y a une vache, elle a été tuée pour quelque chose qui va finir à la poubelle. Quand on pense que près de 30% des aliments sont gaspillés, en fait, c'est 30% du champ de l'agriculteur qui aura servi à produire quelque chose qui va finir par être jeté. On produit de quoi nourrir 1,5 fois la population mondiale. Et pourtant, il y a des milliers de personnes qui souffrent de la faim. Cette boulimie de consommation dans tous les domaines de notre vie dérègle toute la planète. Chauffage,
climatisation, ville suréclairée toutes les nuits. Un quart de l'énergie que l'on consomme, c'est du gaspillage. En ville, il n'y a quasiment plus de nuit. Si vous cherchez une étoile, ça va devenir de plus en plus compliqué. Notre consommation démesurée d'énergie entraîne aussi des conséquences insoupçonnées et dramatiques. On trouve même des quantités d'oiseaux morts parce qu'ils ont été trompés par nos lumières. Notre lumière déroute les oiseaux migrateurs comme les insectes et participe à la disparition des espèces. De quel droit priverait-on nos descendants de la présence d'une espèce sur Terre? Si les insectes disparaissent, il n'y a plus de vie sur Terre. Épuisement des ressources, pollution, produits toxiques, le gaspillage nous menace tous. La première espèce qui va se retrouver en danger, ça va être Homo sapiens. Alors, est-il déjà trop tard pour y faire face ? Retour à Paris, le 15 novembre 2050, avec Amanda et Kevin. Chaque fois qu'ils rentrent à la maison, c'est avec un pincement au cœur. La jeune femme ne peut éviter de passer devant la chambre aménagée pour le bébé. Mais cette chambre reste désespérément vide. En dépit de toutes leurs tentatives pour faire un enfant, Amanda et Kevin semblent être stériles, comme 40% de la population en 2050. Et puis, soudain, par ce sombre jour d'automne, Amanda est prise d'un coup de colère. Elle jette tous ses vêtements. Car Amanda en est persuadée, c'est cette garde-robe impressionnante qui est responsable de ses problèmes de fertilité. Il faut dire que depuis peu, des articles très inquiétants sont parus dans la presse. Les dessous toxiques de la mode. Chaussures, vêtements, gare aux substances chimiques. Substances très toxiques dans les vêtements neufs. Ces vêtements qui nous rendent malades. Pour en avoir le cœur net, Amanda se penche sur les étiquettes de ses vêtements. Pourtant, rien n'attire son attention. Aucun indice de toxicité. Alors est-elle en train de faire un mauvais rêve ? Malheureusement, en 2022, ce cauchemar est déjà réalité. La fertilité humaine est déjà en chute libre. Parce que ça a déjà commencé. En 50 ans, le taux de reproduction masculine en Europe a chuté de moitié. Et une cause de tout cela pourrait bel et bien être les vêtements que nous portons. On peut tout à fait supposer que des vêtements fabriqués dans des produits toxiques, portés tout le long de sa vie depuis qu'on est petit, parce que c'est un peu les mêmes enseignes, participent à une forme de limite de la reproduction. Mais pourquoi nos vêtements seraient-ils fabriqués avec des produits toxiques ? Vous allez le comprendre, la grande coupable pourrait être ce qu'on appelle la fast fashion. Cette mode des vêtements qui nous pousse à acheter frénétiquement des habits très bon marché. La mode avant, souvenez-vous, c'était ça. Mais enfin, la mode durait plus longtemps. Ma mère apportait des robes plusieurs années. À l'époque, on n'avait pas vraiment le choix. Un vêtement pour l'été, un autre pour l'hiver et surtout, on les conservait plusieurs années. Mais à la fin des années 90, un nouveau concept voit le jour dans le monde. La fast fashion, autrement dit la mode rapide, éphémère, incarnée notamment par de grandes enseignes. Certains clients ont dû attendre plus d'1 heure pour entrer. 1500 mètres carrés, 150 000 vêtements, et ça n'est qu'un début. Leurs boutiques gigantesques, comme celle-ci à Paris, envahissent nos rues et nos galeries commerçantes. Elles vendent des milliers de vêtements par an dans d'immenses magasins sur plusieurs étages à des acheteurs conquis. Le top de la tendance, petit prix, et puis ce que vous avez acheté aujourd'hui, vous le mettrez plus demain, c'est pas grave, il vous a coûté 50 francs, vous reviendrez acheter autre chose. Et récemment, on a aussi vu apparaître de nouveaux géants sur Internet. C'est une révolution qui va multiplier les occasions d'acheter.
L'idée de la mode, l'idée des collections jusqu'à 24 collections par an, du gaspillage, du fait de jeter des vêtements même pas portés ou même de jeter des vêtements neufs, ça c'est vraiment ultra récent. Aujourd'hui, on a une 50aine de saisons. On a la saison de la rentrée, parce qu'en septembre, je ne sais pas pourquoi, il y a un nouveau placard. On a aussi la saison des mariages. Quelle robe faut-il porter cet été pour aller au mariage de la copine? Évidemment, la saison des maillots de bain, les demi-saisons. Il faut absolument y aller. On a besoin de cet habit. C'est la nouvelle mode pour être accepté socialement. En plus de multiplier les saisons, la fast fashion invente une autre arme redoutable pour nous faire dépenser, les soldes à répétition. Aujourd'hui, il y a des soldes partout, tout le temps. Et on a tout le temps l'impression de manquer une occasion si on ne saisit pas cette affaire. Et donc on a l'impression de gagner de l'argent, alors qu'en fait, on en a utilisé en achetant ce vêtement qu'on ne va finalement pas mettre. La mode rapide casse les prix pour que nous achetions toujours plus, sans remords. En fait, la fast fashion est synonyme de gaspillage à cause de son coût. C'est-à-dire qu'à 2,50 €, à 4,90 €, à 9,90 €, on peut se permettre de jeter le vêtement. On peut se permettre, en fait, d'avoir un achat impulsif. Du coup, quand il y a une tache sur un t-shirt à 3 €, on peut s'en racheter un. L'industrie de la mode ne laisse rien au hasard. Même l'ambiance est étudiée pour vous faire consommer. Vous arrivez dans un centre commercial, ça clignote partout. Vous savez, il n'y a pas de lumière naturelle dans les centres commerciaux, comme dans les casinos. C'est pour qu'on oublie, en fait, le temps qui passe, tout simplement. Résultat, comme Amanda, nous accumulons sans compter dans nos placards une masse phénoménale de vêtements produits par l'industrie textile. Le problème principal dans la mode, c'est la surproduction de vêtements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une culture du fast fashion, on parle même maintenant d'ultra fast fashion. L'ultra fashion, ça va encore plus vite, qui est capable en fait de produire des vêtements, de les mettre en magasin en 3 jours. Avec des marques qui incitent le grand public à renouveler en permanence les vêtements qu'on achète. La consommation mondiale de vêtements et de chaussures a doublé ces 10 dernières années. Aujourd'hui, on a assez de vêtements pour habiller l'humanité tout entière. On n'a absolument pas besoin d'en produire plus. Au niveau global, il y a 140 milliards de vêtements qui sont produits chaque année dans le monde. Et tout un chacun, on peut avoir beaucoup de vêtements dans notre garde-robe. Il y a une question de quantité, mais surtout d'usage. Est-ce qu'on met vraiment ces vêtements? Et ce manque de questionnement, c'est toute la fast fashion. Et c'est ça, le gaspillage en fait. Car aujourd'hui, nous ne portons presque plus les vêtements que nous achetons. Voire pas du tout. Nous, les consommateurs de vêtements, parce qu'on c'est plus que des gens qui s'habillent, c'est des consommateurs de vêtements, on se comporte de manière pas très rationnelle. C'est-à-dire qu'on utilise à peu près un tiers de notre garde-robe. Les 2 tiers, en fait, ils restent dans le placard. Il y a le vêtement qu'on achète et qu'on oublie. Celui qui se retrouve au fond du placard, qu'on redécouvre des années plus tard, encore avec l'étiquette. Seulement, il y a un autre problème lié à ce gaspillage de vêtements. Un problème souvent complètement ignoré par les fashion victimes. Le fait de produire plus fait qu'on produit de moins bonne qualité. Donc la fast fashion, c'est que ces vêtements regorgent de toujours plus de composés chimiques qui, à la longue, peuvent avoir un impact sur notre santé. Pour produire toujours plus, on est obligé d'utiliser de plus en plus de produits toxiques pour remplacer, d'une certaine manière, les matières premières de qualité. Certains composants des vêtements vendus par la fast fashion sont en effet très dangereux pour l'environnement et pour notre santé. Ce n'est jamais écrit sur les étiquettes où vous ne verrez que du polyester ou de l'élastane, par exemple. Pourtant, à toutes les étapes avant leur mise en vente, ces vêtements bon marché se chargent de produits toxiques. Ces vêtements, ils sont fabriqués avec du coton, souvent, qui pousse avec des produits chimiques, des pesticides, des insecticides. Ensuite, pour donner aux vêtements une couleur originale comme ce joli bleu indigo, il faut le teindre avec d'autres produits tout aussi nocifs. Alors la teinture, c'est un peu le drame. Dans ces teintures-là, on a du cadmium, du barium, du mercure, des métaux lourds qui sont extrêmement dangereux pour la santé, c'est prouvé scientifiquement.
Pour comprendre la dangerosité des colorants que l'on utilise pour nos vêtements, direction le Bangladesh, Eldorado des enseignes à bas coût. Ici, les usines textiles déversent des milliers de mètres cubes de produits toxiques dans les rivières de Dhaka, la capitale du pays. La pollution générée par la surproduction de vêtements bas de gamme est visible à l'œil nu. Certaines fois, les rivières deviennent bleues. C'est-à-dire qu'on regarde la rivière, on sait quelle est la couleur à la mode. Et ce n'est pas fini. Les tissus de la fast fashion sont composés d'autres substances chimiques, aux vertus à première vue incroyables. Imperméables, déperlants, antitranspirants, intachables, infroissables. Lorsque vous avez votre t-shirt qui est fait, qui est teint, pour limiter par exemple les repassages, c'est-à-dire pour notre confort, on utilise des produits de finition qui sont extrêmement dangereux. Et ce sont encore des produits chimiques et des produits chimiques qui sont ajoutés. Des chemises qui ne se froissent pas, par exemple, c'est pas par la magie de la fibre textile, c'est parce qu'on a ajouté un de ces composants qui ont un impact sur notre environnement et sur notre santé. Et c'est là tout le problème. Cette accumulation de produits chimiques souvent toxiques sont ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Ils nuisent gravement à notre santé et à notre fertilité lorsqu'ils pénètrent dans notre corps à travers nos vêtements. Ce qui est particulier avec les vêtements, c'est qu'ils sont contre vous. Et même contre vous de façon très intime. Vous avez des pores et tous ces produits entrent dans votre corps. Et ces composés chimiques, en fait, ont un impact sur nous, notre santé, à la longue. Ils vont avoir un préjudice sur notre croissance, sur notre fertilité. Et en fait, nos vêtements, ils sont en contact avec notre peau 24 heures sur 24. Il faut laver les vêtements neufs, ça les débarrasse d'un certain nombre de composés chimiques, c'est certain. Ça ne règle pas tout, mais c'est toujours mieux de le faire. Avec l'explosion de la mode rapide, ces composés chimiques nocifs seraient aujourd'hui présents dans 2/3 des vêtements en vente. Voilà pourquoi, si nous ne réduisons pas drastiquement notre consommation effrénée de vêtements, des fashion victimes comme Amanda pourraient voir leur fertilité sérieusement altérée en 2050. Et ce n'est pas fini. Nous pourrions subir des allergies violentes et des chocs toxiques à cause des vêtements neufs. C'est ce qui est arrivé à Anna ce 15 novembre 2050. Après sa session shopping et un essayage rapide, des plaques sont apparues sur tout son corps. Anna s'est alors effondrée, inconsciente. Il a fallu appeler le SAMU. Et le diagnostic est tombé allergie aux vêtements neufs. Direction l'hôpital, en urgence. Cela peut paraître fou, pourtant, ce scénario catastrophe, certains l'ont déjà vécu en France. Dans le Var, Katia Lemaître revient de loin. Tout a commencé en juin 2017, lorsque cette jeune retraitée s'offre cette paire de sandales, parfaite pour l'été. 75 € tout de même, mais pour Katia, c'est le prix de la qualité. C'est des chaussures que vous auriez peut-être achetées vous-même, en cuir, qui avaient l'air de bonne qualité. Pourtant, Katia est encore loin de s'imaginer ce qui l'attend en enfilant sa nouvelle paire de chaussures. Donc j'ai porté ces chaussures neuves une journée, puis très rapidement, j'ai commencé à ressentir des brûlures sur les orteils. Puis après, ça va gagner la totalité du pied. Ça me piquait, ça me brûlait, ça ne me grattait pas. C'était une vraie brûlure de contact. Tout de suite, ça a été noir ici. Quelques heures, ça a été noir. Ça a noirci de plus en plus, vous voyez, ça devient vraiment croûteux. Et puis après, il y a la totalité de toute la peau ici qui est partie. Pendant 3 mois, Katia ne pourra ni travailler ni même marcher normalement. Après analyse, le diagnostic du médecin tombe. C'est un sévère eczéma de contact, provoqué par un produit ajouté au cuir. Ce produit porte un nom, le diméthylfumarate.
Derrière ce terme compliqué se cache un agent anti-moisissure hautement toxique appliqué sur le cuir par les tanneurs pour le protéger pendant le transport. On ne se rend pas compte aussi de tout le trajet qu'a fait ce vêtement pour venir jusqu'à nous. Alors dans le textile, le fait qu'il soit produit loin, c'est surtout pour les produire moins cher et dans des endroits où les normes environnementales sont moins importantes qu'en Europe. La mode rapide, la fast fashion, c'est-à-dire un truc de consommation à outrance, elle pousse le système dans ses retranchements absurdes, notamment en faisant fabriquer de plus en plus loin les vêtements, donc avec des kilomètres de distance considérables. C'est bien donc le produit antifongique et le produit de conservation des tissus, des cuirs et tout type de textiles ou de matériaux qui voyagent dans des containers pendant plusieurs mois et qui ont besoin d'être protégés de l'humidité des champignons. Katia est intoxiquée à vie. Après ses pieds, c'est son poignet qui a été brûlé. En cause, cette fois, une montre en cuir. Car la matière, là encore, avait été traitée par le même produit de conservation. Cette substance, on l'a compris, est donc très dangereuse et pourtant, c'est incroyable, elle n'est mentionnée nulle part sur les pièces qui ont été traitées. C'est un vrai produit toxique. Malheureusement, ça figure sur aucune étiquette. Non, il n'y a pas de réglementation qui oblige un vêtement à stipuler quels sont les composés chimiques qui ont été utilisés. Des vêtements fabriqués au bout du monde qui vous intoxiquent, sans aucun moyen de se protéger. Il est sans doute temps de mettre un terme à cette incroyable gabegie. D'autant que notre planète, elle aussi, paye un lourd tribut. La production d'un seul jean, par exemple, gaspille notre ressource la plus précieuse. Pour fabriquer un jean et un t-shirt classique, ça consomme autant d'eau que ce que peut boire un humain en 13 ans. Donc il faut se rendre compte de l'énorme gaspillage que ça produit. Il faut 8000 litres d'eau pour produire un jean. L'équivalent de 70 baignoires. Vous avez l'eau du coton, l'eau des teintures. Si vous voulez un jean un petit peu plus usé, un petit peu plus comme ceci, des strass. En fait, il y aura toujours un moment où vous allez relaver et encore relaver ce jean. Donc on ne se rend pas forcément compte de tout ce qui a été nécessaire pour produire, transformer et distribuer ce jean. Et puis, il y a autre chose dont on ne vous a pas parlé. Ces vêtements, lorsque nous n'en voulons plus, nous encombrent, au point de ne plus savoir qu'en faire. N'avez-vous jamais remarqué ces containers à vêtements qui débordent à chaque coin de rue? On aimerait bien que tout soit recyclé, que tout soit remis dans un circuit de vente de seconde main ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas le cas. En réalité, seulement une petite quantité de tout cela sera réutilisée. Les pièces en très bon état seront données ou revendues pour être à nouveau portées. Une autre partie sera recyclée en matériaux isolants. Mais plus de la moitié de ces vêtements abandonnés va aller polluer aux quatre coins de la planète. Direction le Chili, dans le désert de l'Atacama. Il est envahi par deux gigantesques décharges textiles, des dizaines de milliers de tonnes de vêtements, abandonnés en plein air. Parce qu'on ne sait pas quoi en faire et que c'est moins cher pour les fabricants de ces vêtements-là de les envoyer au Chili plutôt que de s'en occuper. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme on produit trop de vêtements par rapport à l'utilisation qu'on en a réelle, finalement ces vêtements ne peuvent pas entrer dans un circuit de seconde main, ne peuvent pas être recyclés parce qu'on n'a pas besoin d'autant de vêtements, donc à la fin il faut bien en faire quelque chose. Et finalement pour un certain nombre de marques, c'est plus économique de les envoyer au fin fond du Chili et que ça finit dans une décharge à ciel ouvert. En Afrique, c'est la même chose. Le Ghana, autrefois réputé pour son marché de la seconde main, est désormais enseveli sous les dunes de vêtements inutilisés. Ces vêtements au Ghana, en fait, ils sont mis dans des montagnes de déchets. En fait, c'est la fosse commune de notre garde-robe. On a fait de l'Afrique des cimetières à vêtements. La raison, c'est encore une fois la composition de ces vêtements à base de produits chimiques. Acétate, acrylique, chlorofibre, vinyle, élastane, polyester, polyamide, viscose.
Ces composants sont en fait des plastiques produits à partir de pétrole. Et le problème, c'est qu'ils sont fragiles. Une fois portés, ces matières s'abîment rapidement et ne peuvent pas être réparées. Pour pouvoir réutiliser des tissus, il faut que le tissu il ait une consistance, qu'il ait du plombant. C'est ça un beau vêtement. C'est un vêtement qui tombe à la perfection. Les vêtements en polyester, elles n'ont pas de plombant. Et c'est du microplastique. Donc dès que vous coupez en fait dedans, ça s'effiloche. Vous ne pouvez pas en faire un patron. Le matériau, il n'est pas en fait viable pour ce type d'action. Résultat, on le voit sur ces images. Les textiles sont abandonnés, enterrés dans le sable ou charriés vers les océans. Les produits polluants contenus dans les fibres plastiques se répandent alors dans nos fonds marins. Et ce sont les poissons qui s'intoxiquent ensuite en les ingérant. Alors que faire pour éviter ces catastrophes en série liées à la surproduction de vêtements? Certaines marques ont trouvé une solution radicale. Mais vous allez voir, elle a de quoi choquer. Alors quand on parle d'écologie des vêtements, je pense que le pire du pire qu'on puisse imaginer, c'est les producteurs qui détruisent des objets neufs. Il y a eu de gros scandales dans cette industrie qui en fait brûlaient les vêtements qui étaient inutilisés. Nous sommes en 2018. Un scandale fait la une des journaux. La marque britannique Burberry détruit toute une partie de sa production avant même de la vendre. Burberry a détruit en 2017 20 000 trench, tout à fait neufs, en parfait état, de très bonne qualité, parce qu'il ne fallait pas faire baisser le prix. Bilan de l'opération, 31 millions d'euros partis en fumée. L'affaire fait couler tellement d'encre que 2 mois plus tard, la marque britannique renonce à cet usage. La pratique est pourtant banale pour de nombreuses marques de fast fashion. Car stocker des vêtements invendus dans des entrepôts coûte cher et hors de question de les remettre en vente plus tard. Certaines marques veulent vendre de plus en plus de collections, donc renouvellent en permanence leur collection pour en vendre toujours plus. C'est-à-dire qu'elles se disent que tout ce qui n'est pas vendu va être détruit, mais peu importe. Le principal pour ces marques, c'est de renouveler en permanence ce qui est dans les magasins. Parce qu'en fait, si on remet les vêtements de la fast fashion qui étaient à la mode la première semaine de janvier, si on les remet la première semaine de septembre, ça veut dire que la mode n'existe pas. Donc ça ne nourrit pas ce système. Ce vêtement doit disparaître. Quand on y réfléchira, je pense, dans quelques années, on se dira mais comment c'est possible de faire des choses aussi absurdes? En France, la destruction de vêtements invendus vient finalement d'être interdite tout début 2022. Cela suffira-t-il? En réalité, pour enrayer ce cycle infernal du gaspillage de vêtements, il y a plus simple. La solution est entre les mains des fashion victimes. C'est à ce moment-là que tout le monde doit faire des efforts. Aussi bien l'industriel que le consommateur, et de se dire « je n'ai peut-être pas besoin de ce 17e t-shirt ». Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, ce serait d'acheter moins, de se poser la question à chaque fois qu'on achète un vêtement, est-ce que j'en ai réellement besoin? Et cette même question, nous devrions nous la poser dans un autre domaine de notre vie quotidienne, la nourriture. Sinon, nous pourrions bien, même si cela paraît inimaginable aujourd'hui, ne plus avoir de quoi manger à notre faim dans 30 ans. Ce 15 novembre 2050, nous retrouvons Louane dans son épicerie de quartier. Souvenez-vous, la maman d'Élodie est en quête d'ingrédients pour le gâteau d'anniversaire de sa fille. Mais dans les magasins, les denrées manquent. Le monde entier subit des pénuries de nourriture. Louane est obligée d'utiliser son pass de rationnement, un QR code imposé par l'État. Chaque famille se voit attribuer une quantité d'aliments fixes. Aujourd'hui, pour Louane, ce sera 100 grammes de chocolat et un peu de farine. Des images de restriction
que l'on n'avait pas revu depuis la Seconde Guerre mondiale et ses tickets de rationnement. Aussi fou que cela puisse paraître, c'est bien notre gaspillage alimentaire qui nous conduit tout droit à ces pénuries. Vous allez le voir, en matière de nourriture, notre société a perdu la tête. Nous allons rencontrer Nadège et Olivier qui ont décidé de se mobiliser pour dénoncer le gaspillage. Combinaison, s'habille et puis taillot. Ouais. Ce matin, clac, les gants. Ils s'équipent solidement pour aller se ravitailler. On va faire les courses. Car depuis 13 ans, ce couple de trentenaires fait ses provisions de façon un peu particulière. Ils récupèrent des quantités incroyables d'invendus. Ah bah elle est ouverte. Directement dans les bennes des supermarchés. Et voilà, on est dans la place. Le couple est bien rodé, chacun son rayon. Nadège, elle va là, pour les légumes. Moi, ma spécialité, c'est les légumes. Voilà. Et Olivier, je le laisse récupérer là. Et moi, je vais là-dedans. En termes d'odeur, c'est un peu... ça envoie. Olivier est ingénieur de formation. Nadège est géologue. Ils gagnent leur vie en écrivant des livres et en donnant des conférences. Ce n'est donc pas par besoin, mais par choix, par conviction, que le couple fait sa récolte tous les 15 jours. Là, c'est une petite benne, il n'y a qu'un tiers de rempli. Parfois, ça va jusqu'ici. Hein. Bon, on va y aller. Oh, de la salade. Et vous allez voir que leur butin va être spectaculaire. Des fruits bio, c'est toujours sympa, voilà. Donc c'est d'hier, 11. Donc là, j'ai pas mal de légumes, plus ou moins abîmés. Mais bon, ça va à peu près. Des pommes, des tomates, des champignons, typiques. Un sachet. Dans ce sachet, j'ai 3 poivrons. Il y en a un qui est abîmé. Ils jettent tout le sachet. Du coup, j'ai 2 poivrons qui sont nickel. Ce qu'ils font est illégal. Pas parce qu'ils récupèrent de la nourriture, mais parce qu'ils commettent une intrusion dans une propriété privée. Malgré les caméras de surveillance, personne n'intervient. Et en moins d'1 heure, Nadège et Olivier ont rempli plus de 10 bacs de denrées tout à fait mangeables. Mais alors qu'ils ont été rejoints par une autre équipe en quête d'invendus, ils découvrent un nouveau trésor. Il y a plein de cordons bleus là. Là c'est hallucinant. Il y a un peu de tout. Il y a des cordons bleus, de la viande, des cuisses de poulet, du poulet rôti, ça c'est pour la viande. Il y a une Saint-Génie. Il y a pas mal de yaourts. Des aliments dont la date de péremption est bientôt dépassée, mais qui sont encore consommables. C'est malheureux de voir tous ces supermarchés jeter autant de nourriture, ne pas trier. Et là, c'est tout dans la même benne. Ça me fout en rogne. Il y a une vache, elle a été tuée pour quelque chose qui va finir à la poubelle. Le résultat de leur course du jour est au-delà des espérances du couple. Alors, 12 cabas pleins à ras-bord, au point qu'ils sont limite en train de craquer. Ouais, c'est énorme. Enfin, ça fait dire que tout ce qu'on a récupéré là, ça servait à rien de le produire. Olivier et Nadège ont récupéré de quoi manger pendant plusieurs semaines. Vous pensez que leur trouvaille est un simple coup de chance? Eh bien, pas du tout. Car tous les jours, la grande distribution gaspille des quantités encore plus impressionnantes de nourriture. Regardez ces images filmées l'an dernier en France par un chauffeur de poids lourd qui a tenu à garder l'anonymat. Chaque jour, il est chargé de transporter les déchets alimentaires d'une grande surface jusqu'à l'usine d'incinération. Mais un jour, c'est trop. Il craque et décide de dénoncer ces pratiques. Je peux même pas accéder tellement il y en a. Comme ça, c'est bon à graille encore. 30 bacs, comme ça. 30. C'est encore moelleux. Oh, c'est carré. C'est un truc de ouf, ça. Quotidiennement 5 tonnes de nourriture comme celle-ci. C'est tout le gaspillage qui se fait dans les magasins alimentaires. Personne ne l'a acheté et puis on le jette. Sans parler de ce que les magasins jettent avant même de les mettre en rayon.
c'est tout ce qui est pas de bonne qualité, pas considéré comme de la bonne taille et qui est écarté avant même d'être mis en vente. En France, la grande distribution est responsable de 15% du gaspillage alimentaire. Plus d'1 million de tonnes de nourriture par an. Mais en réalité, ce gaspillage continue bien après les magasins. Et c'est en fait chez nous, à la maison, que l'on jette le plus de nourriture. La maison, c'est un gros centre de gaspillage parce qu'on n'y prête pas suffisamment attention, parce qu'on achète des choses sans être sûr de les consommer. On est tout le temps dans le pratique, il faut faire vite, donc on va faire des grosses courses pour 1 semaine, 2 semaines, etc. On ne fait pas attention aux dates de péremption, donc on va finir par jeter les choses parce qu'on a trop attendu avant de les consommer. Parfois, on n'a pas le temps de faire suffisamment la cuisine à la maison et finalement, les produits frais qu'on a achetés, on ne va pas les consommer. On va pas forcément consommer les 1 kg, 2 kg de courgettes qu'on s'est achetés et donc on va les jeter. Donc ça, c'est la responsabilité de chacun. Chaque Français jette en moyenne 30 kilos d'aliments par an. Une grosse partie de ce que vous achetez comme nourriture finit jeté sans même parfois avoir été ouvert. C'est l'équivalent d'un repas entier, chaque semaine. Chaque individu, effectivement, va finir par jeter chez soi des sommes astronomiques d'aliments. Un gaspillage qui représente pour chaque foyer environ 200 € par an. Résultat, chaque année dans le monde, 1,3 milliard de tonnes d'aliments sont perdus avant même d'être consommés. C'est une benne toutes les 4 secondes qui est jetée. Pour comprendre ce scénario catastrophe, petit retour en arrière. Tout commence avec une révolution dans nos champs et nos fermes, là où la nourriture est produite. Un signe des temps, c'est la disparition dans nos campagnes du cheval à 4 jambes au profit du cheval vapeur. Nous sommes après la Seconde Guerre mondiale. La production agricole s'est effondrée et les Français souffrent encore de pénurie. Alors le point de déclenchement, c'est vraiment la faim. C'est vraiment le besoin de nourrir les gens à la sortie de la guerre. Et donc on se met à produire plus. L'État mise alors sur une arme nouvelle, l'agro-industrie et son fer de lance, le tracteur. L'agriculture est en passe de prendre le nom d'industrie agricole. C'est la révolution agricole, le début de la société de l'abondance. En quelques décennies, la production agricole française double. Mais ce qui était un progrès au départ va engendrer de terribles effets pervers. Car l'agro-industrie devient un système économique tourné vers le profit, où il faut toujours produire plus, encore et encore. Sauf qu'on n'a jamais plafonné ça. On a toujours continué à produire plus, parce qu'après, il y a une logique économique qui vient derrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à produire plus, eh bien, finalement, on a besoin de toujours produire plus pour continuer à gagner sa vie. Ce qui a fait que quand on n'avait plus besoin de produire pour la France ou pour des pays européens, on s'est mis à exporter dans d'autres régions. Le but de cette logique productiviste, c'est de vendre le plus possible. Et donc ça a comme conséquence quasiment inévitable le gaspillage. Aujourd'hui, on vit dans un système économique où parfois, ça coûte moins cher de produire plus, quitte à jeter. Dans le gaspillage alimentaire, c'est vraiment ça le cœur du sujet. La machine à produire s'est enrayée. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est mis à produire plus, au motif de nourrir plus de population, mais en fait, on a gaspillé plus. Résultat, aujourd'hui, 30% de la production alimentaire en France et dans le monde part à la poubelle. Quand on pense que près de 30% des aliments sont gaspillés, en fait, c'est 30% du champ de l'agriculteur qui aura servi à produire quelque chose qui va finir par être jeté. Et le plus scandaleux dans tout ça, c'est que l'objectif premier, vaincre la faim, nourrir le monde, n'a même pas été atteint. Il y a un chiffre qui montre que ça ne va pas du tout, c'est qu'il y a 1 personne sur 10 dans le monde qui ne mange pas à sa faim. Il y a toujours des gens qui ont faim. Il y en a moins en Europe qu'en tout cas à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais il y en a toujours dans le monde. Il y a toujours à peu près 800 millions de personnes dans le monde qui souffrent de la faim. Et bien on n'a pas réussi à rééquilibrer les choses. Donc il y a toujours des régions où on produit trop et toujours plus, et ça finit par être du gaspillage alimentaire, et des régions du monde où les gens n'ont pas suffisamment à manger. Donc d'un côté, vous avez des gens qui souffrent de la faim, et de l'autre côté, des gens qui gaspillent. Ce truc est inouï.
Ça me met en colère de me dire que le monde va mal, que tout le monde est de plus en plus pauvre. Mais ça me fout en colère. Enfin, en tout cas, il y a un dérèglement quelque part. Un dérèglement qui pourrait s'aggraver encore plus. La façon dont nous produisons la nourriture aujourd'hui pourrait nous conduire, en 2050, à des pénuries généralisées. Car ce que vous ignorez probablement, c'est que le gaspillage a des conséquences catastrophiques sur nos sols et détruit la terre. C'est l'autre révolution agricole d'après-guerre. Pour produire toujours plus, nous avons là encore utilisé des produits chimiques. Dans ce modèle-là qui est inventé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui consiste à avoir des exploitations toujours plus grandes, on a besoin d'intrants chimiques. Donc c'est des engrais pour faire pousser plus rapidement un certain nombre de productions, et ce sont des pesticides pour protéger les plantes, pour qu'elles soient moins victimes d'un certain nombre de maladies. À une époque, on a pu se dire que les pesticides c'était merveilleux puisque ça nous permettait de produire beaucoup plus. Mais une nouvelle fois, les choses tournent mal. Le problème, c'est que là non plus, on ne s'est jamais arrêté. Donc on a toujours continué à accroître notre consommation de pesticides. Ce dont on ne s'est pas rendu compte, c'est que ces pesticides, ils polluent les sols. Les pesticides détruisent la biodiversité. Les insectes, les vers disparaissent. Or, ils fertilisent et oxygènent les sols. En fait, en utilisant des pesticides, au bout d'un moment, on épuise les sols. Parce qu'on va tuer toute la vie qu'il y a dans ces sols. Le problème des pesticides et des intrants chimiques, c'est qu'à un moment donné, ça appauvrit les sols. Et quand je parle des sols, c'est grosso modo une couche de 30 à 50 cm qui est sous nos pieds quand on est dans un champ. C'est cette partie-là qui est déterminante pour la vie. À un moment, en fait, juste les sols disent « stop ». Là, il y a trop de produits toxiques et donc ils sont plus fertiles et ne peuvent plus rien donner. C'est-à-dire que si on n'arrive plus à maintenir un niveau de vie et de fertilité suffisant dans ces sols, à la fin, on ne pourra plus rien faire pousser dans ces endroits-là. Une dégradation des sols alarmante, des terres agricoles de moins en moins productives. Ça n'est pas une fiction, c'est déjà la réalité aujourd'hui. La fertilité des sols part en poussière. Plus de 75% des terres de la planète sont dégradées. Les terres agricoles mondiales dégradées par les actions de l'homme. Donc on a inventé finalement un modèle qui était peut-être nécessaire à l'époque, mais dont on est victime aujourd'hui parce qu'on n'a pas réussi à réorienter les choses, on n'a pas réussi à inventer un autre modèle agricole dont on aurait besoin aujourd'hui. Donc il faut bien être conscient du côté dramatique du gaspillage alimentaire. Donc il faut en fait réinventer un nouveau modèle. Et il est plus que temps. Ça fait 70 ans qu'on a inventé un modèle, il est temps de passer au suivant. Notre production agricole est destructrice. Mais un autre incontournable de nos assiettes incarne à lui seul toutes les dérives du gaspillage. La viande. Ces steaks, poulets, burgers que l'on aime tellement manger de manière quotidienne en France. L'alimentation carnée, et en particulier ce qu'on appelle la viande rouge, c'est vraiment très très consommateur d'espace et de moyens. Et vous allez comprendre pourquoi. Regardez ces images impressionnantes tournées aux États-Unis. Voilà à quoi ressemble l'élevage industriel aujourd'hui. Dans ces cases, il y a des milliers de veaux séparés de leur mère au premier jour pour qu'elles fassent du lait. Des veaux qui attendent eux-mêmes de partir à l'abattoir. En Californie, voici une autre ferme spécialisée. On appelle cela des feedlots, des centres d'engraissement où plusieurs dizaines de milliers de bovins sont nourris avant de finir en viande. Vous le voyez, sous leurs pattes, pas d'herbe ni de pâturage. Alors que mangent-ils? Du soja et du maïs. Et vous allez le comprendre, c'est justement pour cela que consommer autant de viande est une aberration pour les humains. Pour élever un bœuf, il faut le nourrir. Et pour le nourrir, il faut cultiver un certain nombre de céréales, du maïs ou d'autres. Des plantes cultivées en grande quantité dans le monde entier. L'élevage aujourd'hui, c'est 80% de la surface agricole du monde. Il y a déjà quelque part un gaspillage de terre à ce niveau-là. L'immense majorité des terres agricoles nourrit donc les animaux au lieu des humains. Un non-sens, puisqu'il faut 5 kilos de végétal pour n'obtenir qu'un seul kilo de viande.
Aujourd'hui, en fait, il y a à peu près 2/3 des surfaces cultivables en Europe qui sont utilisées pour faire pousser la nourriture que l'on va donner au bétail, plutôt que de faire pousser de la nourriture que nous, on va ensuite consommer. Un gaspillage inouï des terres agricoles, mais aussi de l'eau, car ces cultures consomment là encore de l'eau en quantité démentielle. Il faut 15 000 litres d'eau pour produire la nourriture nécessaire à 1 kilo de bœuf. C'est l'équivalent de 100 baignoires. Avec la même quantité d'eau, on pourrait produire 100 baguettes de pain. Le gaspillage des ressources qui appauvrit les terres va être la cause de tensions terribles. Ce 15 novembre 2050, nous retrouvons Louane, qui fête l'anniversaire de sa fille. Toute la famille essaye de faire bonne figure, mais le pass de rationnement n'a permis de faire qu'un tout petit gâteau. Difficile de faire la fête, alors que les nouvelles sont par ailleurs effrayantes à la télévision. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le 15 novembre 2050. Depuis plusieurs semaines, on ne compte plus les conflits qui éclatent partout dans le monde à cause des pénuries alimentaires. En Asie, les pénuries provoquent des tensions et des guerres dans le monde entier. Les populations se battent pour cette denrée, devenue plus que rare à cause de l'épuisement des sols et de la raréfaction de l'eau. En Afrique, c'est la famine qui fait rage, portant à 143 millions le nombre de déplacés de la faim depuis 2040. Dans certaines régions, ça devient de plus en plus difficile de cultiver justement un certain nombre de denrées et de se nourrir normalement. Une partie de la population n'a plus accès à une alimentation, même pas de qualité, mais juste de quantité suffisante. Et du coup, ça crée des mouvements de population et des mouvements de prédation des uns contre les autres. Alors comment faire pour éviter ces crises généralisées? Des solutions existent. Et pour nous, l'action commence à la maison. Direction la cuisine d'Olivier et Nadège, les rois de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Car il est tout à fait possible de faire un bon repas avec des restes et des invendus. Il faut être conscient que ce gaspillage-là, il apporte rien à personne. Si on arrête le gaspillage alimentaire, on va priver personne. Ça coûte rien, ça rapporte de l'argent, ça fait pas mal et c'est très efficace. Nos récupérateurs sont en plein rangement de leur récolte de la veille. Un coup de vinaigre blanc pour désinfecter. Et un coup de couteau pour sauver les fruits et légumes abîmés. Ah bah là, ouais, c'est trié. Donc d'un côté, on a les trucs qu'il faut cuisiner, manger tout de suite. Et les autres, c'est ceux qui peuvent se conserver. Ça, c'est du bon. Ça, c'est compote. Puis, passage au fourneau pour la préparation d'un repas anti-gaspi. On va faire une fricassée d'aubergines aux champignons. Parfait. Olivier, amateur de viande, examine cette barquette de carpaccio de bœuf dont la date limite est passée depuis 2 jours. Pour vérifier qu'elle est comestible, il a une méthode infaillible et assez basique. De sentir si ça passe et puis... ouais. En fait, on retrouve un peu nos trucs de base, si tu veux, de l'homo sapiens de base qui va prendre sa nourriture, la renifler avant, voir si elle est comestible. On retrouve nos instincts animaux, quoi. Ah, bah voilà, c'est ça qui est bon. Oh, nickel. Ouais, c'est trop bien. Nickel. Ah ouais, trop bon. Un petit goût de reviens-y. Un bon repas fait uniquement de restes. Et si vous ne voulez pas vous-même chercher dans les bennes des supermarchés, il existe d'autres solutions. Des solutions qui vont en plus vous faire gagner de l'argent. Ce sont des applications anti-gaspi, mises en place avec des grandes marques de distribution. Vous allez le voir, elles pourraient régler bien des problèmes. Direction Paris, dans cette supérette du 2e arrondissement.
Massy Ourdan, le directeur adjoint, veut empêcher les produits de partir à la poubelle. Donc on va commencer par les fromages. Tu regardes pour les fromages, regarde pour les yaourts. Il récolte les aliments qui s'approchent de leur date de péremption. Tu as trouvé des produits, Rama? Oui. Oui, tu as bien vérifié les dates, c'est super. Oui, c'est bon. Ok. Hop. Car ces aliments sont souvent très difficiles à vendre. Les clients n'en veulent pas. Ce sont des produits qui restent bons à la consommation. Simplement, comme ils arrivent à date, ils ne vont pas être intéressés, ils ne vont pas l'acheter. Et avec la législation stricte sur l'hygiène alimentaire, il n'a pas 36 solutions. Même si, dans l'absolu, il peut rester bon à la consommation, par souci de sécurité et d'hygiène pour les clients, on le retire du circuit. Mais ici, retirer du circuit ne veut pas forcément dire détruire ou jeter. Le poisson au Rama. On va retirer le poisson aussi. Elle regarde bien les dates, mais normalement, c'est à retirer. Et ce jour-là, les produits choisis par Massy et Rama n'iront pas à la benne. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ils iront remplir des paniers anti-gaspi. Du jambon, il y a de la salade, il y a des olives, il y a du fromage, il y a de la crème fraîche, il y a du poisson, il y a des yaourts. Vous voyez, donc il y a un petit peu de tout. Et donc ce sont exclusivement des produits frais. Sur l'application, ces lots d'invendus sont mis en ligne à prix cassé. 5 €. 5 €. Normalement, on est censé mettre l'équivalent de 13 € de marchandises à l'intérieur. Mais nous, on est un peu plus généreux, on met un peu plus. Voilà. L'application met en relation les magasins qui pratiquent cela. Bonjour madame. Et les clients comme Nelly, une fidèle des paniers d'invendus. Viens récupérer le panier Phoenix. Bien sûr. Vous venez avec moi? Alors là, du coup, on voit que madame a acheté 72 paniers depuis déjà quelques années. Ça lui a permis d'économiser 557 € et 144 kilos de nourriture ont été sauvés. Donc c'est vraiment une victoire pour l'anti-gaspillage. Merci, au revoir. Au revoir. Au total, depuis 2016, cette application a sauvé 150 millions de repas de la poubelle. Alors, pour éviter qu'en 2050, le gaspillage nous mène tout droit à des pénuries, la solution peut être, là encore, la plus simple de toutes. C'est important aujourd'hui, là aussi, de revoir un peu notre forme d'alimentation. On n'a pas besoin d'acheter autant. Ce que je dis souvent à ceux qui se posent la question, qu'est-ce que je peux faire d'abord pour être un peu plus écolo dans ma vie? Jetez plus de nourriture. Achetez pas trop, d'ailleurs vous allez faire des économies, et jetez pas. La nourriture, les vêtements, et ce n'est pas tout. Il y a encore un domaine dans lequel nous consommons sans limite et dont très peu d'entre nous ont conscience. Pourtant, ce gaspillage-là menace de nombreuses espèces sur Terre. « 15 novembre 2050. Comme tous les jours, quand il rentre chez lui, avant même d'embrasser sa fille, Hugo contrôle son compteur électrique pour vérifier encore et encore sa consommation énergétique avec angoisse. Le moindre dépassement de quelques watts est synonyme de sanction. Car l'État a enfin pris en compte le gaspillage énergétique et imposé un rationnement électrique à tout le pays. L'ordre tombe tous les soirs à 20 h. C'est la fin de ce journal du mardi 15 novembre 2050. Je vous remercie de l'avoir suivi. Il est 20h10. Votre soirée est maintenant terminée. N'oubliez pas, vous devez éteindre toutes vos lumières et aller vous coucher. Merci de nous avoir suivis et très bonne nuit à tous. Ce couvre-feu électrique a été imposé pour protéger la planète et ses habitants, humains comme animaux. En 2050, le monde est plongé dans le noir. Pourquoi? Comment la situation a-t-elle pu dégénérer ainsi? Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est le gaspillage énergétique qui pourrait priver l'humanité de lumière. Avec un responsable, notre mode de vie d'aujourd'hui, dans nos maisons,
Les chiffres sont implacables. Le chiffre qui est communément admis, c'est qu'un quart de l'énergie que l'on consomme, c'est du gaspillage. Le gaspillage énergétique, il est partout. Tous les jours, nous utilisons de l'électricité sans même nous en rendre compte. Et parfois, pour rien. La télévision qui reste allumée sans qu'on la regarde. La box Internet qui continue de fournir du Wi-Fi pendant que l'on dort. C'est les radiateurs que vous laissez chez vous allumés quand vous n'êtes pas là. C'est les veilles de tous les appareils électroménagers. C'est les lumières qui restent allumées de façon inutile. Une consommation de quelques watts, multipliée par des milliards sur toute la planète. On s'est habitué à gaspiller. On s'est habitué à gaspiller parce que comme on produisait de manière massive, on s'est dit qu'on pouvait consommer de manière massive. L'abondance de l'énergie produite après la guerre nous a confortés dans cette consommation massive. Une des raisons, c'est quand même qu'on a été élevé à gaspiller l'énergie, que c'était pas gênant, on allait en produire plus, notamment de l'électricité, parce qu'on a un système basé en France sur des centrales nucléaires qui produisent beaucoup, et donc il faut qu'on consomme beaucoup pour que ce soit plus confortable. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se rendre compte de notre consommation quotidienne démentielle. Tous nos gestes du quotidien nécessitent de l'énergie et pour beaucoup de l'électricité. Vous savez pas jour par jour ce que vous avez consommé comme énergie. Si vous avez une panne d'électricité chez vous, d'un coup vous vous rendez compte à quel point vous êtes complètement dépendant de cette énergie-là. Vous avez des petits chiffres qui tournent sur un compteur. Il faut être super fort pour noter le chiffre, comprendre à quel moment, quel appareil consomme plus ou moins. Et il y a un gaspillage énergétique encore plus insoupçonné, une énorme consommation d'électricité qui nous échappe totalement, tous les jours. Le numérique. On est dans un monde de plus en plus numérisé. Et en fait, tout ça a un impact extrêmement négatif et crée le gaspillage hallucinant dans lequel on vit. Chaque mail que l'on écrit et que l'on reçoit, chaque photo que l'on prend, chaque vidéo que l'on regarde consomme de l'électricité. Quand on envoie un mail, quand on passe un coup de téléphone, quand on achète un téléphone portable, on a un peu l'impression que tout ça c'est magique et on se pose pas la question de comment c'est possible. En fait, toutes ces données sont stockées dans de gigantesques data centers qui sont de véritables gouffres énergétiques. Dès 2030, ils absorberont 13% de la production électrique mondiale. Pour vous donner une idée de ce gaspillage, si tous les Français supprimaient 50 mails inutiles, l'énergie économisée permettrait d'éclairer la Tour Eiffel pendant 42 ans. Pourrait-on vivre autrement, sans cette connexion énergétique de tous les instants? Vous croyez que c'est impossible? Et pourtant, une famille s'est lancée dans cette incroyable aventure à la fin des années 90. Vivre en totale autonomie sans être raccordé au réseau électrique. En Loire-Atlantique, les habitants de cette maison, Patrick et Brigitte, n'ont plus de compteur électrique depuis plus de 20 ans. Ils consomment encore de l'électricité, mais 3 fois moins que la moyenne française. Comment font-ils? Ils produisent leur propre énergie grâce à ces panneaux solaires. Et puis en plus, on peut les orienter pour l'été et pour l'hiver. Et aussi grâce à une éolienne qu'ils ont installée dans leur jardin. Ces 6 mètres carrés, plus l'éolienne, nous ont permis pendant 20 ans d'être complètement autonomes en électricité. Donc ça fait 23 ans qu'on n'a plus de facture d'électricité. Il y a un petit vent, vous voyez la vitesse à laquelle elle tourne, et en ce moment, elle produit bien là. L'été, il y a du soleil, l'hiver, il y a du vent, si bien qu'on n'est jamais à court d'énergie. On vit vraiment aussi avec les saisons. En réalité, ils n'ont absolument pas renoncé au monde moderne, mais ils sont économes. Ici, là... Et j'ai plus. Il y a ici Internet, ici il y a l'ordinateur, là il y a le téléphone, et puis j'ai un projecteur. Et le soir, il n'y a pas du tout d'énergie qui est dépensée entre le moment où on se couche et au moment où on se lève. Ce jour-là,
Christelle, leur fille de 38 ans, leur rend visite. L'occasion de se souvenir de son enfance particulière, avec des parents qui veillaient à ne rien gaspiller, au grand étonnement de ses petits camarades. J'étais la seule de la classe à ne pas avoir de toilette à eau. C'était compliqué de leur expliquer les choses parce que pour eux, c'était très arriéré. Mais pourquoi les toilettes à eau, c'est super, ça fonctionne et pourquoi changer en fait? C'était trop tôt peut-être, je sais pas. Patrick et Brigitte avaient-ils raison avant tout le monde? Et en 2050, est-ce qu'on sera vraiment obligé de vivre dans le noir? C'est pas une affaire personnelle, vous comprenez que c'est une affaire de survie. Un jour, on va arriver en France, dans 5 ou 10 ans au maximum, on va avoir des pénuries d'énergie, c'est évident. Quand mon petit-fils aura 40 ou 50 ans, j'ose penser qu'il vivra dans des conditions bien meilleures que celles d'aujourd'hui, en consommant moins. En effet, il y a fort à parier que nos descendants ne vivront plus dans des villes telles que nous les connaissons aujourd'hui. Car elles sont l'une des premières causes du gaspillage massif d'énergie. Et figurez-vous que c'est en grande partie dû à l'éclairage. En France, l'éclairage représente plus de 10% de la consommation électrique annuelle. Rien que pour l'éclairage public, comme les lampadaires, on dénombre 11 millions de points lumineux sur tout le territoire. C'est-à-dire 11 millions de points de raccord au réseau électrique. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de les avoir éclairés toutes les nuits, toute la nuit, partout sur le territoire? Eh bien non, pas du tout. L'éclairage public est quelque chose de nécessaire. Personne ne dit qu'il faut éteindre complètement les villes. En revanche, on peut éclairer moins longtemps. Et ce n'est pas tout. À cela, il faut rajouter l'éclairage des commerces. On s'est habitué à se balader le soir et voir des boutiques tout illuminées, des grands panneaux publicitaires, etc. Pourquoi laisser des vitrines éclairées quand il n'y a pas d'activité? Tout ça inclut une consommation énergétique extrêmement forte qui finalement est quand même assez inutile parce qu'on n'a pas forcément besoin à 23h quand on rentre chez soi de voir une robe dans une vitrine par exemple. Ce sont les écrans publicitaires qu'on voit un peu partout dans nos villes, qu'on voit dans le commerce. Dans notre pays, 3,5 millions d'enseignes publicitaires s'éclairent chaque nuit. Ce gaspillage lumineux, il est lié à notre société de consommation. En fait, on ne s'arrête jamais. Donc même quand finalement la boutique est fermée, on va vous donner envie d'acheter. Si les magasins restent allumés la nuit, c'est aussi pour qu'on continue de penser à eux, pour qu'on continue de se dire tiens, j'irai bien acheter ça demain matin. Il n'y a pas de repos pour la consommation, il n'y a pas de repos pour la pub. Il y a cette phrase très forte du directeur de Netflix qui disait « Notre ennemi, c'est le sommeil ». Des commerces, mais aussi des usines, des bureaux désertés la nuit, restent allumés. C'est un gaspillage d'énergie considérable, de garder allumé de façon inutile tout un tas de bâtiments, de vitrines. On voit des sites logistiques, des sites industriels, des bâtiments, des bureaux qui sont éclairés. On sait qu'il n'y a personne, mais ils restent éclairés. Ça n'a aucun intérêt. Même les phares des voitures contribuent à ce gaspillage aveuglant. En termes d'éclairage, on veut être de plus en plus vu, donc on renforce l'éclairage, on renforce la puissance des phares des voitures. Donc peut-être il faudrait repenser l'éclairage des véhicules en ville, parce que quand on éclaire une voiture, il faut quand même produire l'énergie pour l'éclairer. Aujourd'hui, en ville, il n'y a quasiment plus de nuit. C'est-à-dire que dans les grandes villes et les grandes métropoles, si vous cherchez une étoile, ça va devenir de plus en plus compliqué. Ce gaspillage a un nom, la pollution lumineuse. Cette pollution lumineuse, ce halo lumineux, il est vraiment au-dessus de toutes les communes de France. 80% des habitants de la planète sont touchés par ce phénomène. Et en Europe, ce chiffre monte à 99%. Suréclairer, c'est forcément gaspiller. Le gaspillage d'énergie, ça veut dire que c'est de l'énergie qu'on consomme pour rien. Ça nous fait aucun plaisir, ça nous apporte aucun confort, c'est juste du gâchis. Donc là, on voit bien qu'on est rentré dans un système qui dysfonctionne à tout point de vue. Des citoyens ont décidé de dénoncer cette logique commerciale
Et ce gaspillage, façon haute voltige. Il y a vraiment un chemin là qui est pris par plein de gens de se dire en fait il faut que la nuit retrouve de la nuit. Yanis et Maxime sont deux passionnés de parcours. Un concept sportif très exigeant. Il faut franchir des obstacles urbains de façon acrobatique. Les deux Marseillais y ont ajouté une dimension écolo en éteignant les lumières des enseignes le plus acrobatiquement possible. Il suffit d'accéder à l'interrupteur relié au néon, toujours situé à l'extérieur. Ces initiatives se multiplient dans tout le pays, d'autant plus qu'en France, depuis décembre 2018, la loi interdit aux magasins de rester allumés après leur fermeture. Mais c'est le monde entier qui souffre d'overdoses lumineuses. Les grandes métropoles sont éclairées 24 heures sur 24, de façon si intense qu'on peut les voir depuis l'espace. De belles images qui cachent une terrible réalité. On montre souvent ces images de la Terre la nuit comme magnifiques parce qu'elles sont éclairées. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est de la pollution lumineuse directement. C'est pas juste joli. C'est une pollution qui nuit aux humains, à l'environnement. Vous allez le comprendre, cette pollution lumineuse est un fléau mortel pour la biodiversité. Elle provoque en effet des extinctions massives d'animaux. Nous sommes de retour chez Hugo et sa fille Élodie. Comme tous les soirs, la famille est plongée dans le noir. En 2050, c'est la loi. Après 20 heures, l'électricité est coupée, rationnement oblige. Car des décennies de gaspillage ont eu des conséquences dramatiques. Ce soir-là, pour le rituel du coucher, Hugo va lire à Élodie un bel ouvrage consacré aux oiseaux. À 6 ans, sa fille n'en a jamais vu un seul. La capacité de nos enfants à voir des animaux en 2050, elle est sérieusement menacée. En 2050, tous les oiseaux ont disparu. Vous pensez à nouveau que c'est une fiction, et pourtant, vous allez voir que la pollution lumineuse tue déjà concrètement des millions d'oiseaux. Direction New York, aux États-Unis. La mégapole américaine est célèbre dans le monde entier, notamment pour ses buildings impressionnants. S'ils font la joie des touristes, pour les oiseaux, en revanche, ils deviennent la nuit un piège mortel. Regardez ces images tournées en septembre 2021, au matin. Mélissa Breyer, une bénévole d'une association, ramasse à la main des oiseaux morts, par dizaines. Ils se sont fracassés dans la nuit contre les tours du World Trade Center. En moins d'1 heure, elle en récupère 250. On trouve des quantités d'oiseaux morts au pied de certaines sources lumineuses parce qu'ils ont été trompés comme si c'était un repère dans le ciel alors qu'en fait c'est un repère sur la Terre. Mélissa va ensuite les classer. Il y a pas moins de 49 espèces différentes. Mésanges, fauvettes, passereaux et un pivert. Rien qu'aux États-Unis, 1 milliard d'oiseaux meurent chaque année à cause des lumières des villes. On sait depuis très longtemps que les oiseaux s'orientent notamment grâce à la lumière des étoiles. Donc en fait, ils sont trompés par nos lumières artificielles et peuvent ainsi être déviés dans leur déplacement. Et c'est surtout pendant 2 périodes clés, l'automne et le printemps, les périodes de migration. Ces migrations, elles sont vitales à la fois pour l'individu et pour la population. Donc vous voyez, en atteignant à la capacité de déplacement et de migration, on atteint par exemple à certaines espèces. Pour éviter leur disparition, Mélissa et son association ont mis en place une carte pour connaître en temps réel les migrations d'oiseaux au-dessus des villes. Comme cette nuit-là, où près de 580 millions d'oiseaux sont passés au-dessus du territoire américain. Les villes sont incitées à éteindre leur gratte-ciel pendant ces déplacements, mais cela risque de ne pas suffire. Car le gaspillage d'énergie dû aux lumières
a d'autres conséquences encore plus terribles que le fracas des oiseaux contre les immeubles. Toutes les lumières, à la ville comme à la campagne, perturbent le cycle de vie des oiseaux. Par exemple, ça a un impact sur la capacité de nidification des oiseaux. Les oiseaux n'arrivent plus à nidifier, donc ne se reproduisent plus suffisamment, donc il y en a de moins en moins. Si on les éclaire en permanence, ils vont s'épuiser, ils vont utiliser de leurs ressources pour gérer ce stress. C'est comme ça que ça se passe. L'énergie qu'ils vont dépenser pour compenser ce suréclairage ne sera pas utilisée pour la survie de l'espèce et la survie de leurs descendants. Par exemple, au moment des fêtes de Noël, alors c'est bien d'avoir des illuminations de Noël, mais on n'est pas obligé de mettre des lampadaires allumés jour et nuit dans les arbres. Par exemple, on peut le faire sur un certain nombre de bâtiments, on n'est pas obligé de le faire dans les arbres. Encore une fois, vous imaginez les oiseaux qui viennent vivre dans ces arbres, c'est comme si vous leur mettiez des spots dans les yeux, 24 heures sur 24, en permanence, pendant souvent un mois entier. C'est invivable, c'est invivable. 30% des oiseaux en France ont d'ailleurs déjà disparu. Une hécatombe. Et la tendance s'accélère. On pense que l'extinction, c'est à l'autre bout du monde. Non, en fait, il y a énormément d'espèces animales, et particulièrement des oiseaux, qui sont en voie d'extinction aujourd'hui en France parce qu'on ne les préserve pas. Il y a de moins en moins d'oiseaux. Et on pourrait aller vers un printemps silencieux. Dans les plaines agricoles, en 30 ans, on a perdu 40% des oiseaux. Presque la moitié des oiseaux en moins. Dans Paris, il y a la moitié moins de moineaux qu'il y en avait il y a 15 ans. Et ça pose un problème. Car comme tous les animaux, les oiseaux sont d'une importance capitale dans l'équilibre des écosystèmes. Aucun animal n'est seulement décoratif, tous ont leur rôle à jouer dans ces équilibres-là. Ce dont on se rend pas compte, c'est que ces oiseaux font partie d'une chaîne alimentaire qui vont en fait réguler une certaine population d'insectes parce qu'ils vont en manger, qui vont eux-mêmes être mangés par un plus gros prédateur. Donc par exemple, en fait, si ces oiseaux disparaissent, ce prédateur en question n'a plus en fait de nourriture, donc peut être amené lui-même à s'éteindre. Et en fait, tout ça, c'est le phénomène qu'on observe sur l'extinction de façon générale. Alors que faire ? C'est aux citoyens et au pouvoir public d'agir. On peut maintenir un niveau de sécurité satisfaisant dans les villes en réduisant l'éclairage public. Et d'ailleurs, beaucoup de mairies le font. Et on commence à réduire l'intensité de l'éclairage public et le nombre d'heures où les lampadaires sont allumés. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la biodiversité. C'est un gaspillage qui est facile à comprendre et qui est aussi facile à éviter, mais il faut de la volonté politique. Réduire l'intensité lumineuse, bien choisir les endroits à éclairer, traquer les lumières inutiles, il y a urgence. Car cette profusion de lumière s'attaque également à l'un des fondements même de la vie de tous les êtres vivants de cette planète, humains, animaux et plantes, l'horloge biologique. La biodiversité, elle est sensible à la lumière. Il y a des espèces diurnes, il y a des espèces nocturnes, si on pense aux animaux. C'est-à-dire de vivre la nuit. Donc si la nuit, il n'y a plus de nuit, que c'est allumé, c'est un problème. Eh bien, dans ces conditions, on rompt l'alternance naturelle du jour et de la nuit, qui est un rythme biologique sur lequel tout le vivant s'est construit. L'éclairage vient perturber les cycles biologiques d'un certain nombre d'espèces. Notre horloge biologique à nous et celle de la biodiversité a besoin de ce rythme naturel du jour et de la nuit. Nous sommes un animal parmi d'autres, on est un mammifère et un primate parmi d'autres mammifères. Si on était tout le temps dans un environnement éclairé, on verrait que notre sommeil en serait perturbé et que finalement on se porterait moins bien. Une espèce en paye le prix fort. Les insectes. Certains chercheurs parlent même d'apocalypse. Les insectes sont perturbés là aussi parce que ne savent plus comment se nourrir, ne savent plus comment fonctionner. Comme on le voit par exemple sur ces images, la lumière déstabilise les papillons. Elle agit comme un super stimulant. Les insectes ne vont plus pouvoir s'en écarter et vont mourir d'épuisement. À terme, à force de décliner, on peut arriver à une extinction. On n'est pas là face à quelques espèces ou quelques insectes qui disparaissent, c'est un effondrement de la population d'insectes. En Europe, ces 30 dernières années, 80% des insectes ont disparu. Et le pire est encore à venir. Si les insectes disparaissent, il n'y a plus de vie sur Terre. Il y a énormément de pollinisateurs, par exemple, parmi les insectes. La pollinisation, c'est ce qui permet aux plantes de se reproduire, de se multiplier, d'exister.
Ce sont tout un tas de productions de fruits et de légumes qui vont disparaître. Donc, c'est quand même un sérieux problème parce que la pollinisation, elle a des conséquences pour la reproduction de la faune, de la flore et des humains. Et à un moment donné, on n'aura plus un certain nombre de produits alimentaires. Ben non, qui va payer la facture de tout ça? C'est les humains et la nature. Et la facture va aller au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il pourrait bien s'agir de la 6e extinction de masse. La 6e extinction de masse, c'est la disparition extrêmement rapide d'une grande partie de la biodiversité, donc une grande partie des espèces. On est au début du chemin, mais on est vraiment sur la trajectoire d'une extinction et on va très très vite sur cette trajectoire. La dernière, elle date d'il y a 65 millions d'années et c'était les dinosaures, pour que tout le monde comprenne bien. C'est la vie sur Terre qui est menacée. Il ne s'agit pas de sauver la planète. La première chose qui va vraiment être en danger, ça va être nos sociétés. La planète, elle a vécu sans les dinosaures, avec les dinosaures, sans les dinosaures, ça lui pose aucun souci. Donc là, aujourd'hui, elle vit avec les humains, mais elle peut très bien vivre sans les humains. La première espèce qui va se retrouver en danger, à part des ours blancs, des tigres et des éléphants, ça va être Homo sapiens. L'espèce humaine pourrait-elle disparaître si l'on ne fait rien? Si l'on continue d'acheter toujours plus de vêtements? Si l'on continue de laisser nos lumières allumées en permanence? Si l'on continue de ne pas faire attention à la nourriture que nous achetons? Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas agir, mais sur ce que vous consommez, sur ce que vous mangez, sur comment vous vous habillez, là, c'est dans vos mains. Oui, on pourrait se fixer des limites parce que si on ne s'en fixe pas, c'est la nature qui va nous fixer ces limites et on n'aura plus le choix. Ce qui me donne de l'espoir, c'est qu'il y a une prise de conscience de plus en plus importante de tout ce gaspillage invisible et de tout l'impact que l'on a sur l'environnement. Les mentalités changent. Les jeunes générations réalisent désormais que le danger nous guette. Et c'est peut-être cela qui va sauver l'espèce humaine d'une nouvelle extinction de masse. De retour sur le plateau, et voilà ce que pourrait être une émission de télévision en 2050, un plateau éclairé par des bougies. Alors est-ce un scénario de science-fiction, comme nous venons de le voir dans le documentaire, ou bien au contraire une réalité qui pourrait bien se produire? C'est ce dont nous allons parler avec mes invités. Je vais vous les présenter. Thomas Parouti, bonsoir. Vous êtes président de l'agence de communication Mieux, qui accompagne des grandes entreprises. Alors on va en citer certaines, Total, Decathlon, Veolia, Vélib, entre autres, mais aussi des start-up dans leur transition écologique et énergétique. Merci d'être avec nous. Merci. Maître Hervé Guyader, vous êtes avocat au barreau de Paris, fervent défenseur du capitalisme, et vous êtes président du comité français pour le droit du commerce international. Pierre Galliot, vous êtes chef du service consommation responsable et prévention à l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique. Et enfin, Marie Cohuet, vous êtes porte-parole des Amis de la Terre. C'est une association qui a pour but de protéger l'environnement, le climat, de défendre les droits humains. Vous êtes ce qu'on appelle une activiste écolo et vous vous êtes illustrée notamment en octobre dernier, puisque vous avez réussi à infiltrer un défilé Vuitton avec cette banderole qu'on voit juste derrière moi, surconsommation égale extinction. On en reparlera. Alors l'idée autour de ce plateau, c'est d'apporter des solutions concrètes, parce qu'on l'a vu dans le documentaire, il est encore temps de changer le cours de l'histoire. Nous allons rythmer cette soirée en abordant plusieurs volets, et le premier, eh bien, c'est le gaspillage alimentaire. Alors justement, pour en parler, je me penche et je sors ce petit plateau repas. Voilà, c'est un dîner complet, une entrée, un plat, un fruit, des laitages. Eh bien, ce qu'on voit ici, c'est l'équivalent de ce qui est jeté à la poubelle par personne chaque semaine. Quand on multiplie par le nombre d'habitants, ça fait beaucoup. Un chiffre, 1/3 de la nourriture mondiale destinée à la consommation humaine est jetée chaque année. Ça paraît énorme. Je vous pose la question, comment lutter contre ce gaspillage alimentaire qui ne semble pas avoir de sens ? Nous, on a une responsabilité individuelle en tant que consommateur et elle est évidente, mais il y a quand même des problèmes de source où il faut se demander pourquoi est-ce qu'on en arrive à produire autant de nourriture qui finit jetée. Ce qui n'est pas toujours évident, c'est que c'est souvent une somme de petites quantités qui fait une quantité importante à la fin. Donc l'objectif, c'est déjà répondre à son juste besoin à travers des listes de courses qui permettent de savoir de combien on aura réellement besoin. Régulièrement regarder ce qu'on a dans son frigo
Parce que c'est comme pour d'autres vêtements ou autres, il faut savoir ce qu'il y a derrière pour pouvoir le cuisiner en premier et consommer efficacement. Alors, toujours vendre et produire plus, on l'a vu dans le documentaire avec la viande, ces parcs à animaux gigantesques. La viande, on sait que son élevage est très polluant. On sait aussi qu'on peut consommer moins de viande. Est-ce que la viande est aujourd'hui un produit qui pose problème? Mais la production de viande pose un gros problème. Pour 1 kilo de viande, il faut 12 000 litres, 15 000 litres d'eau, parce qu'il faut produire du soja un peu OGM au Brésil, qu'on envoie ensuite dans ces fermes aux États-Unis. Et après, on sait bien que les ruminants émettent des gaz à effet de serre. Donc, il faut absolument la réduire. Sauf que c'est une référence culturelle, et notamment en France. C'est-à-dire qu'entre mecs, on va se faire une côte de bœuf. Donc, il faut essayer de casser ça. Entre mecs, on va se faire une patate douce. Ça marche pas. Ou un risotto de truffes. Monsieur Guilledin n'est pas d'accord. En tant que bon Français gastronome, la notion de plaisir de gastronomie me semble être quand même le paravent devant une suppression totale. Qu'il faille modérer, raisonner, réguler, oui. Qu'il faille totalement interdire, ça me semble un peu compliqué. Et surtout, il y a un moment, c'est un diktat. On va vous imposer de manger comme dans les mauvais films de science-fiction des années 80. Vous aviez un petit plateau repas où on vous imposait de manger suffisamment de glucides, de protéines. Où est le plaisir là-dedans? On n'est pas... Oui, Marie... En fait, j'aurais tendance à dire que là, le débat escalade un peu vite, parce que personne ici, je pense, sur ce plateau, n'a défendu l'interdiction totale de la viande à présent. Donc en fait, on n'a pas besoin de parler de dictat ou de monter aussi fort dans le ton. Personne ne défend ça. Simplement, ce qu'on dit, je pense, collectivement, c'est qu'il y a un problème dans la consommation de viande qui fait que ça émet beaucoup plus de dioxyde de carbone et que ça utilise les sols d'une façon qui nous amène à ce genre d'image, en fait, à des choses complètement désertes. Pour réduire notre consommation de viande, est-ce qu'il faut compter sur la responsabilité de chacun, ou est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas se dire, on met des quotas, vous avez le droit à tant de steaks de viande rouge, à tant de filets de poulet? On a des contraintes de temps, on ne va pas se le cacher par rapport au changement climatique. La régulation avec des quotas, ce stade, c'est pas envisagé. Il y a des questions de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, il faut se poser la question. On n'en est pas là. Ce qu'on sait en tout cas actuellement, c'est que même les professionnels de la viande eux-mêmes, en tout cas en France, considèrent qu'on peut très bien être sur le flexitarien, c'est-à-dire on mange moins de viande, mais de meilleure qualité, mais tout en rééquilibrant encore une fois l'assiette, de manière à avoir un contenu carbone de l'assiette moindre. Et en France, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre à cet enjeu-là. Alors ça, c'est pour nous, consommateurs. Mais il y a la grande distribution aussi. Elle est responsable de 15% du gaspillage alimentaire. Est-ce qu'on peut dire que c'est la grande responsable? On a vu certaines séquences dans le documentaire qui sont très surprenantes. Ces bennes à ordures pleines de produits qui pourraient être consommés. Comment faire en sorte que ça ne se produise plus? Il y a maintenant une loi qui est censée éviter ce genre de choses. Et malgré ça, on voit que les bennes débordent. Donc en fait, il y a une question d'application, de comment est-ce qu'on contraint des distributeurs qui finalement, pour la plupart, n'ont pas ça en ligne de mire, pour lesquels ça va être une contrainte logistique supplémentaire à s'occuper. Comment est-ce qu'on les contraint à ne plus jeter? Alors une des réponses, c'est par exemple des sociétés qui passent récupérer les invendus alimentaires pour les donner à des associations. Et pourquoi le distributeur a intérêt à le faire? C'est qu'il va récupérer un avoir fiscal qui va lui permettre de déduire des impôts. Après, il y a une prise de conscience dans la distribution depuis quelques années sur, on va dire, les enjeux de développement durable au global. Et il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits, de moins en moins de packaging, de plus en plus de vrac. Enfin, il y a des tendances fortes qui nous démontrent que depuis 5 ans, 10 ans, la distribution a pris en main ce sujet-là. Il y a encore, évidemment... Alors, c'est sous contrainte quand même, parce que, par exemple, la disparition du plastique pour emballer les fruits et légumes, les produits frais, c'est parce que la loi contraint la grande distribution. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Bien sûr, et on voit encore passer sur les réseaux sociaux une clémentine pelée dans un truc en plastique. Donc, voilà. Mais ça, c'est interdit maintenant, là, depuis très récemment, sur l'emballage plastique et le plastique à usage unique. Donc évidemment, il faut une loi. Après, il faut que les gouvernements aient le courage de contraindre de plus en plus les distributeurs sur ces sujets-là. La loi est arrivée que très récemment parce que c'est pas facile, en fait, de protéger certains aliments, de séparer le bio du conventionnel, parce que certaines personnes vont mélanger les pommes. Donc après, il y a des contraintes aussi. Est-ce que finalement, c'est le système qui dysfonctionne? C'est-à-dire qu'on surproduit, on écarte des produits parce qu'ils ne sont pas beaux, parce que le consommateur va pas les vouloir. Le consommateur, lui, charge son caddie parce que c'est plus pratique. Est-ce qu'on n'arrive pas au bout finalement?
En tout cas, il n'est clairement pas durable. Ce qu'il faut, c'est revenir à une réponse aux justes besoins, plutôt que sur un modèle qui cherche à toujours vendre et produire plus, ce qui, encore une fois, n'est pas compatible avec les limites naturelles. On va passer au deuxième chapitre, le gaspillage vestimentaire. Un chiffre, la consommation des vêtements et des chaussures a doublé ces 10 dernières années, ou ces 14 dernières années, entre 2000 et 2014, c'est ce que vous me disiez. En gros, quand même, on a multiplié par 2 notre garde-robe. Or, il se trouve qu'on ne l'apporte que très peu, finalement. 70% des vêtements de notre garde-robe ne sont pas portés. Alors là, on est quand même dans un paradoxe total, c'est-à-dire qu'on surconsomme d'un côté et on ne met pas de l'autre. Tout ça crée quand même de la pollution inutile. C'est ce que le documentaire explique très bien avec la fast fashion. C'est-à-dire qu'en France, on a 5 nouveaux t-shirts par an. Aux États-Unis, 14 nouveaux t-shirts. Voilà, donc quand on a 25 ans et qu'on a fini sa croissance, a priori, est-ce qu'on a déjà pas mal de t-shirts? Est-ce qu'il est nécessaire d'acheter 5 t-shirts par an? Et ce chiffre de 70% de la garde-robe qui n'a pas été touchée depuis 2 ans, il est terrible. Et parce qu'on sait qu'en plus, c'est une industrie qui consomme énormément de ressources naturelles, qui produit énormément de gaz à effet de serre. Donc du coup, il faut un peu réinventer tout ça, là. Comment on fait pour changer notre façon non seulement de voir les choses, mais de vivre les choses? Les statistiques, c'est 42 vêtements par an et par habitant en France. Donc déjà, on est sur... voilà, ça c'est des faits. On s'achète 42 vêtements? On s'achète 42 vêtements par an. Enfin bon, alors ça comporte aussi les chaussettes et tout, hein, donc on n'est pas dans 42 pulls, évidemment. L'idée, c'est du coup comment on fait pour faire face à ce problème. Et du coup, il y aurait une solution qui consisterait à culpabiliser les gens, à dire arrêtez d'acheter, il faut être un consommateur intelligent, il faut que vous vous raisonniez, que vous pensiez à tous les impacts, etc. Le souci, c'est qu'en fait, quand on est dans cette démarche-là, on a dans notre système économique quelque chose qui s'appelle la primo-vice. Donc les entreprises qui vont faire les choses de la manière la plus dégueulasse en exploitant leurs employés dans des usines partout dans le monde et qui vont polluer le plus sont celles qui vont gagner sur le marché compétitif mondial. Donc parce qu'elles proposent des vêtements moins chers. Exactement. Un t-shirt à 5 €, quand vous gagnez le SMIC, à un moment, vous n'allez pas vous poser la question et acheter un t-shirt made in France à 200 €. Là, je change, je sors un peu du sujet, Marie Coé, mais je me pose la question, quand on est activiste comme vous, comment on fait pour s'acheter des vêtements et est-ce qu'on s'en achète encore d'ailleurs? Ouais, moi je m'en achète encore parce que je m'habille quand même. Bien sûr, mais du coup, il y a plusieurs solutions. Il y a évidemment le marché de la seconde main et c'est bien que ça existe. Le souci, c'est que le marché de la seconde main, aujourd'hui, il est quand même énormément alimenté par le marché du neuf. Il y a plein de gens qui achètent des hauts chez H&M, qui le portent une fois et puis qui mettent sur Vinted. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ça peut devenir un cercle vicieux aussi. J'achète plus facilement un vêtement parce que je sais qu'en seconde main, je pourrais le revendre. Exactement. On a même maintenant ce terme d'ultra fast fashion pour dire que c'est encore pire que la fast fashion. Mais en fait, le vrai problème, c'est la façon... 24 collections par an. Oui, donc c'est ça. C'est une collection tous les 15 jours. C'est clair que ce sont ces entreprises les responsables. Après, ce sont elles aussi qui vont apporter les solutions. Je ne sais pas si c'est grâce à l'émission, mais la semaine dernière, H&M, sachant qu'il y avait peut-être l'émission qui avait passé, a annoncé de la location, de l'abonnement, un corner seconde main, enfin plein de solutions pour mettre plus de circularité dans son secteur d'activité. C'est pas suffisant en fait. En même temps, de toute façon, ils sont taxés de greenwashing très souvent parce qu'ils ont encore il y a quelques jours dérapé sur une gamme qui était soi-disant éthique, dans laquelle il y avait plus de polyester que dans la gamme normale. Il se trouve que le textile, c'est quelque chose qui se recycle finalement assez mal. 3% des vêtements sont réutilisés en France, 10% sont brûlés, et le reste sont soit recyclés, soit exportés. Mais finalement, il y a quand même une grande partie brûlée. Et puis, ceux qui sont exportés, on voit comment ils terminent dans des cimetières à vêtements. Donc, le recyclage des vêtements, il n'est pas très réussi. Il y a clairement des progrès à faire. D'ailleurs, c'est vrai sur l'ensemble des produits et des matériaux. Et si on reste dans un système de massification et de production massive, on restera toujours sur ces flux trop importants et finalement les déchets en bout de course. Donc il faut essayer de trouver des modèles qui permettent justement d'avoir des produits de qualité qui pourront être, pourquoi pas, réparés, créer de l'emploi aussi localement. Et ça, c'est vrai aussi pour les biens mobiliers, les jouets ou autres. Donc créer un nouveau modèle économique qui ne soit pas uniquement sur la captation de la ressource, la production et finalement cette économie linéaire qui amène une production de déchets trop importante. Et on peut aussi parler de la publicité malgré tout parce que ça fait partie du package, si je puis m'exprimer ainsi. On a systématiquement envie de ce qu'on promeut et quand je parle de la publicité, je peux aussi parler des magazines féminins, de mode, etc.,
qui font la promotion de tout ça. Est-ce que ça participe de ce même système ? Je suis complètement d'accord avec ça. En tant que communicant, en tant que personne qui fait de la publicité depuis 20 ans, on voit bien que la publicité a poussé à la consommation. La bonne nouvelle, c'est que c'est un outil extrêmement puissant, la publicité, qui est un accélérateur de tendance. Et donc, il faut maintenant que la publicité, et c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu, se mette au service de cette transition. Et en essayant de valoriser des produits qui sont dans le textile, par exemple, 100% recyclés, recyclables. Il y a des marques, par exemple chez Decathlon, qui vont promouvoir la réparabilité et expliquer comment on peut réparer une tente, un sac à dos, une paire de chaussures. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de marques qui font des efforts. Je pense que demain, dans beaucoup de magasins de vêtements, il y aura des couturières qui vont réparer. Aujourd'hui, quand on va chez Decathlon, on peut faire réparer son vélo à l'atelier Decathlon. Pourquoi demain, je ne pourrais pas faire réparer mon blouson ? Voilà. Et ces entreprises... Il y a déjà pas mal d'ailleurs de gens qui se lancent dans ce type d'activité parce que c'est plutôt... Mais deux points malgré tout, là on a un souci quand même qui est que pour l'instant le modèle économique des entreprises n'est pas structuré autour du fait de permettre aux gens de réparer parce qu'ils ont besoin de vendre toujours plus en fait. Il y a besoin de produire du chiffre d'affaires. La deuxième chose que j'avais envie de dire quand même sur cette histoire de publicité, c'est que évidemment c'est un outil hyper puissant. Et il y avait eu une proposition pendant la loi climat en fait des citoyens qui avaient réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait réguler la publicité sur les produits polluants. Et notamment le textile, ça faisait partie de ce genre de choses. Et on aurait pu avoir sur les publicités textiles une espèce d'avertissement comme on peut avoir sur les pubs tabac ou alcool. Le problème avec ça, c'est que le gouvernement a enterré cette mesure. C'est quand même difficile aujourd'hui d'imaginer un Primark ou un Uniqlo qui ferait une pub pour son pull et qui dirait attention, ce produit a été produit par des esclaves ouïghours. N'achetez pas ça. On va passer, si vous le voulez bien, à la troisième thématique, le gaspillage énergétique. Et pour cela, je voudrais qu'on regarde cette image qui est, ma foi, très belle. C'est Paris, vue du ciel. Voilà, on distingue la capitale vue d'en haut, comme Thomas Pesquet a dû la voir depuis la Station spatiale internationale. Mais tous ces points lumineux très jolis, eh bien, ce sont des points de pollution lumineuse. Alors chauffage, climatisation, des villes suréclairées toutes les nuits. Comment faire ? Est-ce qu'il faut revenir à, là encore, beaucoup plus de modération dans notre façon de nous servir de cette énergie ? Je donne un exemple sur l'éclairage public, justement. On peut très bien remplacer des vieilles ampoules qui consomment beaucoup par des LED qui vont consommer moins. Donc on a un progrès technique pour consommer beaucoup moins. Et puis après, il y a tout simplement ne pas éclairer les routes la nuit entre 1h et 6h du matin parce qu'il n'y a pas de passage, parce que l'accidentologie n'augmente pas, les études qui le prouvent. Et là, on est carrément dans la réduction totale, le changement de pratique par rapport à un éclairage qui n'est pas utile. Il faut quand même avoir une vision un peu raisonnable des choses et considérer qu'on est quand même dans un pays où ça se passe quand même relativement bien, très bien, et que ce serait quand même mieux d'aller voir ce qui se passe là où ça va très mal. Occupez-vous d'abord de cela avant de vous occuper des Français. Le souci, c'est qu'il faut différencier deux choses. Il y a effectivement ce qu'on consomme en France et il y a aussi tout ce qu'on appelle les émissions importées. Donc globalement, quand on dit que la Chine émet de façon dramatique, c'est aussi parce que en fait, c'est là-bas qu'ils produisent les biens qu'on consomme en France. Et évidemment que c'est pas la France toute seule qui peut bouger, qu'on a des négociations internationales qui sont faites pour ça, mais il y a quand même une responsabilité extrêmement forte de la France qui, par exemple, n'est pas à la hauteur de sa propre stratégie nationale bas carbone. Le Haut Conseil pour le climat, qui a été nommé par Emmanuel Macron, dit que globalement, on n'est pas du tout dans les clous sur ce qu'il faudrait faire pour s'éviter un monde où les 2/3 de la planète seraient inhabitables. Non, si, on n'est pas du tout dans les clous. Le discours de gourou apocalyptique, on va tous mourir, c'est foutu. C'est pas vrai. Enfin, moi, j'ai quand même conscience de ce que il y a des améliorations à faire, c'est certain. Mais on n'est pas tous foutus si on prend nos responsabilités. Doucement, gentiment. Faut convaincre les gens. Vous ne pouvez pas braquer les gens. Il faut les convaincre. Oui. Juste quand même pour revenir sur les scénarios sur lesquels on a travaillé montrent qu'on peut arriver à cette neutralité en 2050. Par contre, elle est très claire sur le fait qu'il y a des efforts assez importants et rapides à faire sur les années à venir pour pouvoir atteindre cet objectif. Et rappelons que l'empreinte carbone d'un Français ou d'une Française, c'est 11 tonnes de CO2 et qu'il faut passer en dessous de 2 tonnes. Donc on a un changement extrêmement profond de la stratégie au niveau de l'État, des entreprises, des citoyens. Ça, les politiques, ils n'y arrivent pas. Le parti écolo n'y arrive pas, les gouvernements en place n'y arrivent pas. Ça bloque, il y a des gilets jaunes qui sortent, etc. Mais c'est parce que, justement, c'est pour ça que j'en reviens à cette question de justice. Si jamais vous imposez une écotaxe qui va peser en premier lieu sur les personnes les plus précaires, évidemment, vous vous retrouvez avec les gilets jaunes et c'est légitime. Enfin, moi, j'ai été en manif aussi. En fait, juste, vous ne pouvez pas, à un moment, imposer aux gens qui sont déjà les plus pauvres et les plus vulnérables du pays de porter le poids de la transition énergétique. Et du coup, il faut... Dire un mot sur la science. Elon Musk avait proposé 100 millions de dollars à l'inventeur qui réussirait à capter le carbone. Bill Gates a dit qu'il rajouterait 200 millions. Et ça, c'est un caprice. Les écolos immédiatement ont dit attends.
Ça, c'est bien, mais non. Il faut d'abord et avant tout changer le mode de société. Il faut tuer le capitalisme. Donc, en fait, ce qu'ils veulent, c'est pas l'environnement. C'est tuer le capitalisme, parce que Vous pensez que je suis convaincu que les activistes... ceux qui militent pour une consommation plus raisonnable parce que trop polluante sont en fait des gourous anticapitalistes, tous ? Je suis convaincu et certain qu'effectivement, il y a une corrélation assez marquée entre les réductionnistes et effectivement les militants environnementalistes et écolos. J'ai un point quand même que je trouve assez amusant, c'est que vous nous avez parlé de la science va nous sauver, ils vont trouver des solutions miracles, mais vous refusez de reconnaître les réalités scientifiques qu'on vous présente autour de ce plateau en disant on n'est pas dans les clous. Ça, c'est basé sur la science en fait, c'est basé sur des données, c'est pas moi qui les invente de mon chapeau. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quand vous parlez d'anticapitalisme, etc., ce serait bien de définir les termes du débat, parce que vous agitez ça comme un spectre. L'idée, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est dans un système de consommation et de production qui nous emmène dans le mur. Donc comment au sein de ce modèle, on peut inventer un truc qui nous permette de vivre sur une planète habitable dans les 50 prochaines années. Et du coup, il faut se poser la question des limites. Et quand on parle de décroissance en épouvantail, c'est simplement se dire, OK, nous, en tant que société, on a des besoins de base, se vêtir, se nourrir, se loger, partir en vacances, faire la fête, faire société. Et on est bordé par le haut, par les limites planétaires, donc par l'eau, l'énergie, les terres disponibles, la nourriture disponible, etc. Et du coup, comment on existe dans cet espace-là ? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on n'ait pas un modèle économique qui encourage avant tout les profits des actionnaires et qui creuse les inégalités ? Et comment est-ce qu'on fait pour exister dans cet espace qui nous permette à la fois de ne pas bousiller notre planète et qui nous permette de vivre décemment et confortablement ? Moi, j'ai pas du tout l'impression que le capitalisme est prédateur. J'ai pas l'impression que les patrons des boîtes que je connais sont pas tous des fous furieux qui jubilent en se disant qu'ils vont réussir à capter le plus. Non, je pense que quand même que si tout le monde consommait en termes de ressources autant qu'un français, il faudrait l'équivalent de 3 planètes. Donc, ça prouve bien qu'on n'est pas sur un système durable. Cela étant dit, encore une fois, il faut pouvoir d'abord se rendre compte que c'est l'ensemble des acteurs, État, entreprises, collectivités, citoyens, qui devra agir. Il ne s'agit pas de pointer du doigt tel ou tel acteur, ça n'a aucun sens. On n'est pas uniquement, et c'est bien la difficulté dans laquelle on est inséré, c'est qu'on est trop axé sur la possession et l'accumulation, et ce n'est pas forcément un indicateur ou l'unique indicateur de bien-être. Je ne parle pas évidemment des 7 à 8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui, évidemment, elles, ont du mal à accéder à une consommation de base pour répondre à leurs besoins de base. C'est quand même très important. Et juste pour finir, ça prouve aussi que la transition écologique, elle doit être aussi sociale. Si on n'intègre pas l'ensemble de ces populations-là pour qu'elles puissent elles-mêmes accéder à des produits de qualité durable, on aura raté notre coup. Si on devait faire chacun quelque chose, qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre vie, pour consommer moins ou consommer mieux ? Je prends l'exemple de Noël, où on est souvent contraint quelque part culturellement aussi de faire beaucoup de cadeaux, des gros et des emballés. Et nous, on cible évidemment bien ce qu'on veut donner et on prend toujours de la seconde main. Moi, je suis activiste. Je pense que c'est ça mon petit geste du quotidien. C'est vraiment d'aller chercher aussi comment est-ce qu'on peut réinventer nos modèles économiques et du coup d'aller remettre les responsabilités là où elles sont, de demander aux entreprises et au gouvernement d'agir à la hauteur. Moi, je fais comme tout le monde. Je trie mes déchets depuis très longtemps. Basse consommation, on imprime quasiment rien au cabinet, comportement qu'on essaie de faire le plus vertueux possible, comme tout bon citoyen de ce beau pays. Moi, j'ai testé une année 0 produit neuf. Et après, au quotidien, Donc 0 produit neuf sur l'ensemble de votre foyer. Sur l'année, 5 personnes. Et après, au quotidien, je suis présent dans les associations et je pense que le monde associatif peut avoir ce rôle de pédagogie et évidemment qu'il faut, des filles comme Marie, il faut aller dans des associations pour se mettre au service de cette transition parce qu'il y a une véritable urgence. Eh bien, merci à tous les 4 d'être venus débattre sur ce plateau. Merci à vous de votre fidélité. Bonne soirée.